Bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Sous la couverture lestée, un podcast documentaire. Je m'appelle Clémence et je suis en compagnie de Laëlle. Alors que je suis une femme cis, Laëlle est un mec trans qui commence sa prise de testostérone. Sous la couverture lestée est une série documentaire qui suit mois par mois la transition de Laëlle. C'est l'occasion pour lui de nous parler des changements de son corps, de parler de transidentité, de parcours. Pourquoi Sous la couverture lestée ? Parce que ce podcast, c'est une pause dans le temps, un moment tout doux, comme un cocon ou une cabane, un moment que prend Laëlle pour nous partager son vécu. Sous la couverture lestée est une série documentaire. Même si chaque épisode aborde un sujet indépendant, je vous conseille fortement de commencer la série au début pour suivre toute la transition de Laëlle et parce que certains éléments de notre conversation d'aujourd'hui feront écho aux conversations qu'on a eues précédemment. Avant de commencer l'épisode, je préfère vous prévenir que nous allons parler de transphobie ordinaire. Si ce sujet vous heurte, n'hésitez pas à regarder la description du podcast où vous trouverez les timecodes qui vous permettent d'éviter les passages sensibles et de pouvoir écouter le podcast en toute sérénité. Lors du premier épisode, Laëlle nous a expliqué les différents types de transitions dans un parcours de transidentité. Dans le deuxième épisode, il nous a parlé de l'injonction de la société à la binarité. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la construction de son genre en tant que mec trans. En tant que meuf cis, c'est facile de savoir quel est son genre. Il suffit de regarder des pubs, il suffit de regarder la télé, des séries, des films, pour avoir plein de meufs cis devant nous. Quand on est une personne trans, on a beaucoup moins de représentation, et il n'y a pas de code, il n'y a pas de canon pour les personnes trans. Être une personne trans, c'est la possibilité d'être fluide dans son genre, c'est la possibilité de réinventer les canons du genre, de se réinventer soi-même et d'être exactement la personne que nous sommes à l'intérieur. Et en même temps, c'est un énorme flou parce que tout est à réinventer, sans critères, sans représentation, sans modèle. Et donc aujourd'hui, Laëlle va nous expliquer comment lui construit son genre. Bien sûr, ce qu'il va nous dire aujourd'hui est à prendre à l'instant T. Peut-être que dans quelques mois, il aura un discours complètement différent. Aujourd'hui, nous allons donc parler de vêtements, de coupe de cheveux, de masculinité hégémonique et de skater. Bonne écoute. Aujourd'hui, Laëlle, ça fait 65 jours que tu es sous testostérone. Tu as réalisé ta 3e prise de testostérone la semaine dernière. On va commencer l'épisode, comme d'habitude, par un petit journal de thé. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les nouveaux changements qui sont apparus, des changements qui ont pu s'accentuer par rapport à notre dernier entretien ? Depuis la dernière dose de testostérone, j'ai l'impression que j'ai plus de poils sur le ventre, j'ai un peu plus de poils sur les mollets, un peu plus de poils encore sur le visage où j'ai plus de duvet. J'ai aussi l'impression que mes poils ils noircissent. Et aussi, petite information qui montre que la testostérone elle est bien dans mon corps, c'est que la dernière fois que j'ai eu mes règles, donc pendant les vacances de Noël, en fait je les avais presque plus. Je les avais mais c'était vraiment anecdotique et j'ai vraiment l'impression que ça va être la dernière fois que j'ai eu mes règles ou alors l'avant-dernière fois, mais je sens bien que les prochaines fois, je les aurai plus. Sinon, j'ai aussi l'impression que ma voix, elle change et surtout le matin parce que ça fait environ 2 semaines que dès que je me réveille le matin et pendant une demi-heure, ma voix, elle est hyper grave. Et quand je prends ma douche, du coup, je m'amuse à me parler à moi-même ou à chanter et j'ai vraiment l'impression d'avoir une voix de mec et j'adore, c'est hyper drôle. Et du coup, pour montrer les changements de ma voix, je m'enregistre de temps en temps et j'envoie ces vocaux-là à mes amis pour leur dire alors, vous voyez le changement dans ma voix ? Mais à chaque fois, on me dit ah ouais, ou alors d'autres me disent ouais, bof, je sais pas trop. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle change. Même quand je parle à des gens, ça dépend des moments. Des fois, elle est plus aiguë ou des fois, elle est plus grave. Ça dépend vraiment. Mais l'autre fois, j'ai eu ma mère au téléphone et c'est la première chose qu'elle m'a dit. Elle a remarqué que ma voix, elle avait changé. Du coup, j'étais trop contente parce que j'avais vraiment hâte qu'on me le dise au téléphone ou voilà. Et je pense que ça aura vraiment changé dans ma tête quand je parlerai à des inconnus au téléphone et qui me diront « Bonjour monsieur » parce que ma voix, elle est comme ça. Et je trouve que le téléphone, c'est un super bon repère par rapport à ça. Tu nous racontes comment s'est passée ta 3e prise de testostérone ? C'était vraiment pas sexy. Elle a mis ses trucs sur mon bureau. Il y avait des paquets de Toblerone. Et elle a dit « Ah, t'aimes bien le Toblerone ?» Dans le dernier épisode, on parlait de l'injonction de la société à la binarité et tu expliquais que parfois tu avais besoin de te sentir masculin physiquement pour te sentir légitime auprès de personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu construis ton genre ? Tu as souvent dit que tu n'étais pas dans la binarité la plus totale, mais qu'en même temps tu aimerais bien peut-être avoir un passing. Quel est ton positionnement par exemple par rapport aux critères du genre masculin ? Mais tu me poses tout le temps des questions impossibles à répondre d'un coup. En fait, pour moi, c'est super difficile de me situer par rapport aux critères du genre masculin parce que d'un côté, j'ai besoin
de ressembler à ça parce que c'est moi. Et de l'autre, il y a l'idée que j'ai pas envie de ressembler à un mec cis et j'ai pas envie d'être un mec cis ni d'avoir ces attitudes-là. Et en fait, tout ce qui concerne la virilité, s'imposer dans l'espace social et tout ce qu'on définit de masculin, c'est des choses que et je déteste et en même temps, j'en ai besoin. C'est hyper ambivalent et fluctuant. Déjà parce que mon genre, il fluctue. J'ai besoin d'un passing et je sais que j'en ai besoin d'un, comme je l'ai dit dans les précédents podcasts. Je sais que la testostérone va m'aider à atteindre ça et voir si je peux aller mieux avec ce passing-là. Et en même temps, je sais que j'ai besoin de cette fluidité, j'ai besoin de ressembler à une personne queer, d'être androgyne aussi des fois. Parce qu'en fait, mon genre, tous les jours, il fluctue, tous les jours, il est différent. Et tous les jours, j'ai besoin de m'habiller de telle ou telle façon parce que mon genre est différent à chaque instant, à chaque moment de la journée. Et c'est super difficile, en fait, de me construire au travers des critères masculins qui sont hyper sélectifs et uniques en soi. Alors que moi, c'est pas du tout le cas. Sauf qu'avec mon coming out et en disant que je suis un mec trans, en fait, pour me sentir légitime face à la société, j'ai aussi ce devoir, entre guillemets, de ressembler aux critères masculins. J'ai ce devoir et ce besoin même de que les gens m'appellent monsieur ou qu'en aucun cas on pense que je suis une meuf, etc. Mais en même temps, aux yeux de la communauté LGBT et queer, j'ai besoin de me sentir queer et pas comme un mec cis. Et du coup, en fait, c'est pour ça que me sentir légitime, c'est hyper difficile. Parce que je me dis être un mec trans et en même temps, je suis pas binaire et en même temps, je suis pas non-binaire et j'ai envie de ressembler à un mec et en même temps j'ai envie d'être androgyne, j'ai envie qu'on me perçoive comme une personne queer dans la rue face aux personnes queer. Enfin, c'est super compliqué ce rapport-là et je sais pas trop encore comment faire. Je sais juste que pour l'instant je prends de la testostérone pour avoir mon passing et quand je saurai un peu mieux ce que je veux parce que mon corps aura changé, soit je pourrais diminuer mes doses de testostérone, soit je pourrais les diminuer un temps puis reprendre. Et aussi jouer avec la façon de m'habiller, ma coiffure, ma façon de me tenir, ma façon de parler. Et c'est ça aussi qui fait que mes codes de la masculinité, si je les appelle comme ça, ils sont multiples et ils sont liés à toutes les communautés auxquelles j'appartiens. Et c'est ça aussi qui est magique avec le fait de prendre de la testostérone et le fait de définir notre genre comme on a envie de le définir et de paraître comme on a envie d'être. C'est que en fait, je peux vraiment jouer avec le genre. Et ça, en fait, c'est un super pouvoir. Et c'est trop chouette de pouvoir jouer avec son genre, de pouvoir jouer avec son physique. Et je trouve ça trop cool de me dire ça. Et en fonction des lieux, en fonction des personnes avec qui je suis, des milieux que je fréquente, mon genre, il fluctue. Et ma vision des choses, elle fluctue. C'est en fréquentant des milieux avec des hommes cis, des milieux masculins, que là, je vais devoir surreprésenter le caractère masculin, que je vais devoir choisir mes tenues en fonction de ce que j'ai à faire. Quand je me coupe les cheveux ou quand j'ai le besoin de me couper les cheveux, c'est parce qu'il y a une raison derrière et que j'ai besoin d'avoir tel ou tel physique parce que je me sens comme ça ou j'ai envie d'être comme ça. Et aussi, j'ai l'impression que en fait, c'est hyper difficile d'affirmer sa masculinité quand on est trans, quand on a été socialisé comme une meuf. Et aussi pour moi parce que je fais moins d'1m60. Faire moins d'1m60 quand tu te dis être un mec, et même si c'est une façon de penser qui est horrible, et ça je le sais, mais juste on est dans une société qui est comme ça, en fait c'est super difficile de te sentir légitime, de se sentir comme un mec dans certains lieux. Quand je vois des mecs cis qui font 1m80, 1m90, moi je suis à côté et j'ai vraiment envie de disparaître ou de me sentir comme une petite souris parce que je me demande qu'est-ce que je fais là. C'est une des premières raisons de ma dysphorie. Et en fait, je sais que ça peut pas changer avec la testostérone. Du coup, je me suis juste habituée à ça. Mais c'est vrai que faire moins d'1m60, ça correspond pas du tout aux critères de la masculinité. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas changer et qui est hyper difficile pour moi d'avoir ces pensées-là qui sont pas du tout justes et pas du tout safe. En fait, ces critères de le mec doit être plus grand que la meuf dans l'image d'un couple, en fait, c'est un concept qui est hardcore et on devrait déconstruire ça parce que c'est ce qui représente le plus le genre. Je sais que c'est nul d'avoir ces pensées-là et que c'est nul d'être dysphorique par rapport à ça, mais j'ai l'impression que, en fait, quand on est des mecs trans, on a besoin aussi parfois de répondre à ces critères-là qui sont nuls dans la société, mais qui nous permettent de nous sentir mieux ou de se sentir plus légitime et de passer ultra discrètement dans la société. Et en fait, quand tu fais moins d'1m60,
bah t'as beau mettre les mêmes vêtements qu'un mec cis qui fait 1m80, 1m90, bah ça sera jamais pareil sur toi. Ça sera jamais le même effet. Moi, quand je cherche des vêtements, je vais sur les sites et je vois des mannequins avec des habits trop beaux et je me dis « Ah là, ça pourrait être incroyable de porter ça » et je pense que ma dysphorie, elle pourrait partir ou je me sentirais hyper bien en euphorie de genre, etc. Et au final, quand je les reçois, je les adore. Mais je sais très bien que sur moi, ça fait pas du tout le même effet et que dans tous les cas, en fait, je ressemblerai jamais à un mec cis et c'est ça qui est difficile aussi des fois. Ce qui est vachement intéressant avec ce que tu dis, c'est que on a l'impression qu'en fait, à partir du moment où on a déconstruit le genre, il est possible de jouer avec. Donc par exemple pour toi, d'être plus masculin auprès de certains publics et être plus androgyne auprès d'un autre, te sentir ou être perçu comme queer face à la communauté et en même temps pouvoir passer pour un mec cis dans d'autres situations. Tu parles de critères de masculinité, critères que tu aimerais ne pas avoir dans ta tête, mais qui sont malgré tout présents. Est-ce que tu peux nous définir du coup ces critères ? Et ces critères en fait constituent ce qu'on appelle la masculinité hégémonique. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de la masculinité hégémonique ? Déjà, on peut décomposer ce que c'est la masculinité hégémonique. Donc la masculinité, c'est l'expression du fait d'être un homme. Et hégémonique, c'est qu'il y a un canon de cette masculinité qui domine notre imaginaire collectif à notre société. Il existe d'autres formes de masculinité dans d'autres sociétés, dans d'autres formes, d'autres espaces. Et il s'agit de canons. Il y a très peu d'hommes qui incarnent cette masculinité-là au final. Et en fait, la masculinité hégémonique, c'est aussi des rapports de domination interne à la catégorie des hommes. C'est-à-dire, on demande aux hommes d'être virils, d'être musclés, de prendre de la place. C'est aussi cultiver l'hétéronormativité. Et en fait, c'est toutes les sortes d'injonctions qu'ont les hommes à répondre à cette masculinité-là. La masculinité hégémonique, c'est l'intériorisation de ces normes. C'est une injonction à ressembler à ça, en fait. Si on Ouais, t'es pas un une vrai injonction mec, à répondre à la norme. et etc. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on attend des hommes, c'est d'être musclé, etc. Ouais. La masculinité hégémonique, c'est aussi une domination externe. Les hommes qui répondent à cette masculinité hégémonique sont des dominants qui infériorisent les autres formes de genre. C'est ce qu'on appelle le patriarcat. Après, si on prend ma définition et qu'on la place dans notre société actuelle ou dans mon milieu ou dans ma tranche d'âge, pour moi, la masculinité hégémonique, c'est par exemple le look des skateurs. C'est un type ultra précis de masculinité qu'on retrouve aujourd'hui, qui a un certain look vestimentaire, de certaines attitudes ou des certains loisirs. Et en fait, c'est une catégorie qui influence, dans un sens ultra large, une grande majorité des hommes. Et moi-même, du coup, je suis influencée par cette masculinité-là, par ce style vestimentaire. Et on retrouve aussi cette masculinité-là dans les séries, dans les films, qui représentent des jeunes âgés d'une vingtaine d'années, qui sont les Don Juan, ceux qui sont ultra stylés, ceux qui sont populaires, ceux qui ont un super look et qui se sentent bien dans leur peau. Donc tu nous parles de masculinité hégémonique, de critères de masculinité. Comment tout ça, ça se matérialise ? Comment tu te constitues ton genre masculin concrètement, physiquement ? Est-ce que tu as fait des choix, par exemple vestimentaires, pour ressembler à tel ou tel genre ? Tu nous disais dans l'épisode précédent que tu as tout de suite commencé à porter des habits noirs parce que tu associais la couleur au genre féminin et que tu avais une démarche, par exemple, qui pouvait être vraiment perçue comme une démarche masculine dans la rue. Comment la prise de testostérone, par exemple, a déclenché une autre manière de te constituer ton genre masculin ? C'est sûr que la prise de testostérone, ça façonne mon corps, ça le transforme, ça modifie ma voix, ma texture de peau, ma pilosité. Mais il y a aussi toute une part derrière qui est hyper importante et qui construit mon genre et qui construit mon corps et qui le façonne de façon ultra différente chaque jour. C'est déjà, j'ai recommencé le sport. Et du coup, en fait, je m'inscris encore une fois dans cet imaginaire de la binarité, dans ce truc de la masculinité hégémonique de « je veux une musculature ». Parce qu'en fait, oui, je suis en finale comme les autres mecs, c'est j'ai envie d'aller à la mer, de préparer mon retour à la mer. Quand tout sera fini, quand je me sentirai bien, etc., ça sera un moment de grâce où juste j'irai sur le sable et là, j'enlèverai mon t-shirt et bam, plein d'abdos. Oh, waouh. Et en soi, les muscles, c'est invisible, mais ça donne une confiance en soi qui est énorme. Alors, après, les muscles, les abdos, etc., ce n'est pas du tout réservé aux hommes. C'est pas du tout ça mon discours, c'est juste que
moi, dans mon fort intérieur et d'influence de la masculinité hégémonique, on en revient, j'ai besoin de ça pour encore mieux me sentir mec. J'ai aussi construit mon genre par rapport à ma coupe de cheveux. Ça a par exemple été un déclic dans ma vie. C'est quand j'ai coupé mes cheveux longs que je me suis dit « Ah, j'aime bien, j'ai envie qu'ils soient encore plus courts ». C'est quand j'avais les cheveux courts que j'ai réalisé qui j'étais réellement, que j'ai réalisé que j'étais un mec. Et aujourd'hui, j'ai toujours ce besoin que mes cheveux soient rasés derrière à 7 mm. Et j'ai besoin de ça, En fait, comme j'ai pas de passing aujourd'hui, dès que mes cheveux sont un peu plus longs, j'ai de la dysphorie de genre et je me sens directement... je me sens plus comme un mec aux yeux de la société. Et du coup, le fait de prendre de la testostérone, ça modifie aussi, encore une fois, l'aspect que j'ai envie d'avoir sur ma coupe de cheveux. Parce qu'en fait, comme je sais que mon visage va changer, je me dis que peut-être que la coupe de cheveux que j'ai actuellement ou que j'ai fait après mon coming out, peut-être qu'elle m'est plus adaptée aujourd'hui, comme mon corps change, mon visage va changer. Et j'en ai parlé avec mes parents et peut-être que je vais aller voir un visagiste pour essayer d'adapter ma coupe à mon nouveau corps, à ce genre, pour soit conforter ce genre masculin, soit au contraire garder la même coupe pour justement garder ce côté androgyne. Je sais pas encore ce que je veux faire et ça se construit et je vais le construire avec le temps et en fonction de mes besoins. Et un dernier point de comment on construit son genre, comment on construit son physique ou comment on passe par rapport au regard des autres, c'est aussi dans la façon de s'habiller. Et en fait, la façon de m'habiller, elle a totalement changé. Je suis en train de refaire de A à Z toute ma garde-robe. Parce que certains habits, je les garde mais je peux pas les porter parce que c'est des vêtements de entre guillemets meuf et que peut-être je me dis je pourrais les porter quand j'aurai un bon passing pour justement fluctuer dans mon genre, mais aujourd'hui je suis incapable de les mettre. Soit au contraire j'achète actuellement des habits dits de mec car je n'ai pas de passing et du coup c'est ce qui me permet de compléter ce manque. Avant j'achetais mes vêtements en fripe ou à Emmaüs, etc. Et en fait je me suis rendu compte que je pouvais plus y aller parce que je ne trouvais pas les vêtements qui m'allaient, je ne trouvais pas le style qui me convenait. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi à ce nouveau style vestimentaire que je voulais. J'ai même fait un mood board sur Pinterest avec une amie pour définir ce qui pouvait m'aller ou ce qui pouvait pas m'aller, etc. Les couleurs, qu'est-ce que portaient les mecs, comment ils s'habillaient, comment ils portaient leurs pantalons, quelles chaussettes, etc. De A à Z, en fait, c'est une construction. Et il y a des pantalons que je portais il y a 2 ans, avant mon coming out, que j'ai gardé, alors que la majorité des vêtements, je les ai virés de mon placard, mais ceux-là, je les ai gardés parce que je les trouve incroyables. Et je sais qu'aujourd'hui, je peux pas les porter, mais j'ai dans l'espérance de pouvoir les remettre avec un super passing dans peut-être 2 ans. Et donc, ça fait 2 ans que je projette un certain physique ou un certain look que j'aimerais avoir dans 2 ans. Et du coup, aujourd'hui, je me retrouve à aller que dans certains magasins que avant je n'aurais jamais fréquenté, mais pour des questions de style vestimentaire, je suis obligée d'y aller maintenant. Et en plus, c'est les seuls magasins qui font du XS pour les hommes. Et en fait, la majorité n'en font pas. Donc je galère à m'habiller, je galère à trouver des pulls à ma taille, je galère à trouver des pantalons à ma taille. Et en fait, c'est super compliqué quand t'es un mec et que tu fais moins d'1m60. C'est hyper compliqué. Et il y a une autre difficulté aussi, c'est d'aller acheter ces vêtements dans des magasins où les vêtements sont rangés par genre. C'est-à-dire qu'il y a une salle pour les hommes et une salle pour les femmes et c'est très binaire et c'est vraiment très séparé. Et en fait, c'est super dur de se sentir légitime à aller fouiller dans les vêtements pour hommes et t'as l'impression que le regard des autres, il est vraiment sur toi. J'ai déjà pris des vêtements chez les hommes et je me suis dit, bon allez, cette fois, je vais dans les vestiaires des hommes parce qu'avant, je redescendais toujours, parce que c'est un étage en dessous, dans les vestiaires pour femmes. Et une fois, je me suis dit, allez, aujourd'hui, t'as du courage, t'es un mec, t'es hyper bien habillé, t'as un passing de ouf dans ta tête, et tu vas aller dans les vestiaires des hommes. Et en fait, on m'a dit, à l'entrée des vestiaires, les femmes, c'est en bas. Du coup, j'ai dû descendre avec mes habits de mec, me changer chez les femmes. Et en soi, c'est un peu de la transphobie banale, mais c'est horrible à vivre. C'est comme quand tu vas acheter tes caleçons, quand il y a plein de monde, tu traces ta route et tu y retournes quand il n'y a plus personne parce que juste chercher des caleçons pour toi quand tu ressembles à une meuf, c'est horrible. Mais quand tu ressembles à une meuf
qui est pas hétéro. C'est vrai, c'est hyper dur. C'est les meufs hétéros, elles peuvent dire j'achète pour mon copain. On voit bien à ma tête que je suis pas hétéro. Les vêtements, c'est un super moyen pour montrer son genre, pour montrer qui tu es ou le genre dans lequel tu as envie d'être aujourd'hui. Parce que moi, en fait, chaque jour, mon genre, il peut changer. Et ça, je le sais. Et du coup, chaque pantalon que j'ai a une certaine signification en fonction du genre auquel je m'identifie dans la journée. Et du coup, en fait, je choisis tous mes habits le matin en fonction de comment je me sens, comment j'ai envie d'être et comment j'ai envie d'être perçue. Et du coup, quand je pars en week-end, même pour 2 jours, j'emmène souvent 2 ou 3 pantalons pour être sûre de pouvoir être bien dans la journée en fonction de mes habits. Donc là, on a parlé surtout de l'aspect physique du genre, donc la coupe de cheveux, les habits. Mais quand on se présente à des personnes, il y a aussi la démarche, il y a aussi la manière de parler. Et toi, Laëlle, tu as quand même une socialisation de meuf. La socialisation, c'est l'éducation, c'est la manière de parler, c'est la manière de se mouvoir, la manière de prendre l'espace. La socialisation, c'est l'intériorisation de certains critères. Donc par exemple, en tant que femme, on apprend à ne pas prendre beaucoup de place, à laisser parler les autres, à être attentive, à être prévoyante, à être prévenante envers d'autres personnes, etc. Mais c'est aussi une manière de réagir, c'est une manière de s'exprimer. Et du coup, qu'est-ce que tu fais de ta socialisation de meuf ? Est-ce que tu la renies ? Est-ce que tu l'acceptes ? Pendant un moment, j'ai un peu mis de côté tout ce qui est féminité, ma socialisation de meuf, etc. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais trop content d'avoir eu cette socialisation de meuf là, et que je veux pas du tout la renier. Et au contraire, j'en suis hyper fière et vraiment, je suis trop content d'avoir été éduquée comme ça. Je sais que j'ai des gestes, des intonations de voix et certaines manières de parler qui correspondent à la socialisation de meuf. Et en fait, juste, j'adapte mon comportement et mes manières d'être en fonction des lieux et des personnes que je fréquente. Si je sais que je vais aller dans un bar avec plein de mecs, je vais pas du tout avoir la même posture que si je suis dans les transports en commun avec des amis ou si je suis juste chez moi ou encore si je suis au travail. Juste, je m'adapte au monde et aux gens qui sont en face de moi et je sais quelle posture et comment parler en fonction. Donc là, depuis le début de l'entretien, tu nous dis, par exemple au niveau de la socialisation, que tu ne veux pas renier ta socialisation, mais qu'il t'arrive de la gommer selon les situations. De la même manière, tu performes le genre masculin selon les situations. Est-ce que, dans toutes les situations, tu te sens pleinement toi-même ou tu as l'impression de te mentir aussi en performant au maximum une masculinité qui n'est pas forcément la tienne ? Non, j'ai pas du tout l'impression de pas être dans une masculinité qui n'est pas la mienne. Parce que tout ce que je fais, tout ce que je dis et tous les gestes que je fais me correspondent quand même. Et c'est moi et c'est ma personne. Et c'est juste que je les adapte ou je les modifie. Mais je ne vais pas non plus parler de manière ultra pas safe et ultra sexiste. Et je vais pas non plus, même si je suis avec un groupe de mecs, je sais que je vais pas prendre tout l'espace et que je vais pas imposer mon corps, je vais pas imposer ma voix. Et en fait, même quand je suis dans ces lieux-là et que j'adapte ma posture, je reste quand même avec l'idée que j'ai une socialisation de meuf et je l'oublie pas parce que j'ai été conditionnée comme ça et j'ai été socialisée comme ça. Donc, même si je l'adapte, ma socialisation de meuf est toujours là et sera toujours là. Donc, dans tous les cas, c'est toujours moi. Merci Laëlle pour cet entretien. Merci chers auditeuristes pour votre écoute. Nous nous retrouvons le mois prochain pour notre 4e entretien. Les épisodes sont le fruit du témoignage de Laëlle et les propos tenus, les explications sont issus de l'expérience et les connaissances personnelles et subjectives de Laëlle. Comme il n'existe pas une transition, il n'existe pas un parcours ou une transidentité. Chacun, chacune a son vécu, sa sensibilité, et nous abordons la transidentité à travers le parcours de Laëlle. D'autres personnes trans ont eu d'autres parcours, et ce podcast n'a pas vocation à effacer ces parcours, bien au contraire. Si les sujets que nous avons abordés aujourd'hui vous ont intéressé, n'hésitez pas à regarder le documentaire Océan, réalisé par le comédien et réalisateur Océan. Dans la première saison de son documentaire, il filme notamment ses séances de sport, et nous pouvons voir comment il réfléchit avec son coach sportif,
comment former son corps, comment le modeler, comment mettre en avant par exemple ses épaules pour être plus masculin. De plus, si vous voulez pouvoir parler avec des personnes trans de manière safe, je vous recommande chaudement l'épisode du podcast Camille, produit par Binge Audio, qui s'intitule « Comment être un ou une bonne alliée pour les personnes trans ». C'est un très bon épisode pour découvrir ce que sont les transidentités. Il explique différents termes que nous n'avons pas forcément définis pendant notre épisode, et c'est un très bon outil à partager autour de vous. Sous la couverture lestée est un podcast documentaire produit et réalisé par Clémence Chantazzo. La musique a été composée par Jeanne Chauchera sous le nom d'artiste Mirage Bleu. N'hésitez pas à retrouver son travail sur YouTube. Si vous avez des remarques, des questions, si vous voulez discuter, vous pouvez me contacter à soulacouverture.podcast@gmail.com. Sous la couverture, tout attaché. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite sous la couverture lestée.